Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Alors, ça va être un petit bilan lecture un peu différent de d'habitude, dans le sens où j'ai énormément lu au mois d'octobre. Donc, encore une fois, cette année, le Scary Spooky Challenge, dont j'ai participé de loin, mais j'ai participé quand même, sans pression, tranquille. Et tous les ans en fait c'est toujours le feu d'artifice. Je lis énormément, ça me plaît toujours autant. Après tout ce qui va être littérature horreur, angoisse, c'est quelque chose qui est un petit peu dans mes genres de prédilection, même si je lis de tout. Mais c'est quelque chose vers lequel je vais me tourner plus facilement. Et comme ça fait des mois que j'en avais pas lu ou très peu, c'était avec un grand plaisir que j'y suis retourné. Donc à l'heure actuelle, si je termine mes lectures en cours, j'en ai 2-3 en cours, je totalise quand même 16 livres lus. Donc livres, romans, BD, manga, oui. Donc aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous présenter 8 livres. Comme je sais que je parle beaucoup et que des fois je vous présente 4 voire 5 livres, je mets 1 heure, enfin 40 minutes. Je me suis dit je peux pas me permettre de m'étendre autant, enfin j'espère, parce que c'est pareil jeudi, mais est-ce que je vais le faire, j'en sais rien. Je vous parler de ça, mais ça va de toute façon, c'est un peu éparpillé. En gros il y a quand même 1, 2, 3. Il y a quand même des graphiques, donc un graphique que je peux pas en parler autant qu'un roman, même s'il y a certains graphiques où il y a énormément à dire. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus condensé, parce que j'ai envie de tout, vous parler de tout en fait. Donc je vais pas me censurer et enlever 1 ou 2 romans. Je parle de tout et j'ai pas non plus envie de vous faire 3-4 vidéos juste sur le mois d'octobre, parce qu'après je vais relire au mois de novembre, au mois de décembre. Au final le mois de décembre je vais vous présenter au mois de juillet, ça va être un bazar pas possible. Bref, donc nous allons commencer tout de suite. Donc tout d'abord je triche, ce n'est pas un roman lu en octobre mais en septembre, mais c'est le dernier qui me reste à vous présenter. Mais comme on va être dans une thématique pour les 2 prochaines vidéos sur du scary spooky, de l'angoissant, un peu horrifique, thématique Halloween et compagnie, ils rentrent bien dedans. Franchement, ils se marient bien avec, c'est pour ça que j'ai laissé pour ce bilan lecture là. Donc c'est une lecture que j'ai faite en commun avec Magali, Books of Zatanna, oui, encore elle. Elle est encore là. Donc c'est de l'auto-édition, c'est Fondamentalement détestable de Fabrice Cozapé, je vous en avais parlé dans le book haul d'ailleurs. Donc voilà cette fameuse lecture. Donc ici on suit Vincent Cazot, qui est un homme assez ordinaire, il a une copine, il vit une vie ordinaire, même s'il est un peu apathique, il n'y a rien qui le transcende plus que ça. Il suit le mouvement en fait, il se pose pas vraiment de questions. Je sais pas trop ce qui va pas dans sa vie, enfin, il n'arrive pas à se le dire à lui-même. Il suit sa vie où il se fait un peu chier, il n'y a pas d'autre mot. Jusqu'au soir où il est invité à un repas, il y va seul. Ça se passe super bien, il retrouve un ancien collègue de boulot ou un pote de l'école, je ne sais plus, enfin bref, un truc dans le genre. Et en repartant chez lui, il se fait agresser par 2 mecs qui veulent lui piquer son fric. Il le tabasse. Et il finit par, je crois, se taper la tête contre un trottoir. Oui, alors je suis désolé, je l'ai lu il y a un petit moment. Donc à chaque fois, mes romans, mes résumés sont un peu vaseux. Mais l'idée, elle est là. Il se tape la tête contre un trottoir, il a un traumatisme crânien, il finit à l'hôpital. Et dès qu'il va sortir de l'hôpital, il a comme une révélation. Cette violence qu'il a subie, alors que ce soit autant physique avec les mecs qui lui ont tapé dessus, que ce soit mental aussi, ça lui atteint le moral, et au lieu de sombrer dans une profonde dépression comme certaines personnes pourraient le faire, la peur de sortir, tout ça, il va l'avoir un petit peu au début, mais très vite en fait il va carrément changer, mais du tout au tout, c'est-à-dire de philosophie de vie. Il va se rendre compte qu'il a échappé entre guillemets à la mort, et il se dit mais en fait faut que j'arrête d'être dans une vie qui ne me plaît pas et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc il va vouloir changer physiquement. Au niveau culturel aussi, il va beaucoup s'instruire à travers des lectures et tout va changer pour lui. Alors, je le dis tout de suite, c'est un roman qui ne plaira pas à tout le monde. C'est cynique, c'est noir. Je retrouve un peu l'idée de ce que veut faire de l'écriture Fabrice. Je le fais parce que j'ai lu plusieurs livres de lui, donc la thématique revient à chaque fois. Il a envie d'exposer les problèmes qu'il y a dans la société et de réveiller un peu les gens. C'est un peu des lectures à chaque fois coup de poing. On n'est pas dans de la lecture de confort, mais pas du tout quoi. Il est vraiment là pour réveiller les consciences. Alors il va le faire à travers ce personnage, mais il va aussi le faire à l'extrême. C'est-à-dire qu'il va pousser son personnage, qui va faire une descente aux enfers, et ça va être de pire en pire. Donc au début vous avez la personne lambda de Vincent, qui suit le mouvement, qui est un petit peu qui répond au dictat de la société. C'est-à-dire faut que tu te maries, faut que tu aies des enfants, faut que tu aies un boulot,
faut que t'aies ci, faut que t'aies ça. Et en fait, une fois que l'acte aura été commis, il va carrément changer tout ça. Il se dit, mais pourquoi je devrais répondre au code de la société? Si j'ai envie de faire comme ça, je vais le faire. Je suis pas un mouton de panurge. Si j'ai pas envie de suivre le mouvement, ben je le suis pas en fait. Bon après, comme je vous dis, le monsieur va se laisser peut-être un petit peu trop aller. Il va répondre aussi à des pulsions parce qu'il va décider de retrouver ceux qui l'ont tabassé et de leur faire la même chose. Donc on est sur une lecture, voilà, ça plaira pas à tout le monde, comme je vous dis, ça peut choquer beaucoup. C'est très, très noir même dans l'humour. Alors moi j'ai ri et des fois limite t'es en train de lire, tu ris et tu fais oups. Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai ri à ça, je devrais pas. Vous voyez ce genre de truc. Mais il y a une vraie réflexion derrière et je pense, enfin c'est mon ressenti personnel, qu'on a tous un peu de Vincent en nous. En fait, il va passer au microscope toute la société et dire ce qu'il en pense dans ce qu'il y a de plus cru. Il ne se censure sur rien, donc ça va être sur la politique. Ça va être sur le combat des femmes au quotidien, qu'il ne trouve pas normal qu'il y ait encore des hommes qui soient misogynes, machos et compagnie. Ça va être aussi sur les religions, il va trouver que la religion, voilà, c'est n'importe quoi, que ça mène à des guerres, tout ça. Et il va vraiment tout passer au crible, donc ça va être par thématique. Mais en même temps, je trouve que Fabrice, il l'a amené d'une façon qui n'est jamais ennuyante. Que ce soit moi ou Magali, on a bouffé ce bouquin, on a adoré. Je trouve que Fabrice, alors je le relève pas tout le temps parce que des fois, je trouve que, voilà, quand je vous dis une plume est fluide, ça se lit bien, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est addictif. Sauf que là, je trouve qu'il y a vraiment un effort dans la plume. Il y a certains mots que Fabrice a employés, moi j'ai dû aller sur mon téléphone pour aller chercher à quoi ça correspondait, et je pense que Fabrice cherche quand même le mot, c'est un peu un travail, vous savez, d'orfèvre. Il va chercher vraiment le mot qui va correspondre à l'idée qu'il veut se faire derrière et ce qu'il veut vraiment démontrer. Donc il y a vraiment une adéquation entre la forme et le fond. Donc on va être sur un roman qui va être également très psychologique, très violent, parce que c'est très violent, c'est pas pour tout le monde. Quelqu'un qui est un peu sensible, ben, c'est pas la peine d'y aller parce que franchement, il y a des fois, le personnage va faire des choix auxquels on n'est pas du tout d'accord. Par contre, je trouve que le tour de force, alors ce que ça m'a fait pour moi aussi, c'est que malgré qu'on suit un personnage qui est foncièrement mauvais, on le juge pas, on le suit, il nous amène le pourquoi du comment il fait ça, on ne sera pas forcément d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on l'arrête de lire. Mais je peux comprendre que les gens se disent au milieu du bouquin, en fait le mec il est détestable à souhait, j'ai pas envie quoi, je peux comprendre. Hein. Moi par contre je trouvais comme il y avait un côté psychologique qui était amené, j'avais la curiosité de ça aussi. Et il sera jamais dans des jugements de valeur le personnage, c'est-à-dire qu'il va pas remettre en cause, je sais pas, l'homosexualité dans la société, je vous dis le féminisme, tout ça il va pas y toucher, mais il va vraiment toucher à des sujets plus généraux, bon et d'autres aussi, mais par contre, à contrario, je serais pas d'accord, enfin je vais pas me positionner là-dessus, mais quelqu'un qui lit ce bouquin et qui me dit non mais moi franchement j'étais en désaccord avec tout ce qu'a dit le personnage de Vincent, t'as forcément des mauvaises pensées, ou même, ouais c'est ça, il y a des trucs que Vincent amenait et t'étais là, ah ouais je suis d'accord avec lui. Et tu dis putain c'est pas bien quoi. Donc il va venir un peu ramener tout le sombre qu'on a en nous aussi, qui va le remettre en avant. Fabrice il va aller creuser un peu tout ça, je vous dis on est vraiment dans une lecture d'inconfort. Il nous met face à nous-mêmes. Et on se dit, ah c'est vrai qu'il a raison là-dessus. Que voilà, même au niveau culturel, des fois on manque un peu de culture. Enfin, il y a plein de... Je peux pas vous redire tout parce qu'il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur, mais voilà, ça répond vraiment à la 28e nuit, vous savez, le recueil de nouvelles dont je vous avais parlé. Là, on est vraiment, celui-ci, son premier roman, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus cynique. Et moi à la fin, même si je suis jamais rentré en empathie avec le personnage, parce que c'est quelqu'un de pas bien, j'ai quand même eu de l'empathie pour lui. Je vous dis pas pourquoi, mais j'en ai eu quand même un petit peu. Donc voilà, encore une fois, moi petit coup de cœur pour ce livre. Moi Fabrice à chaque fois il me surprend, c'est pour ça que j'ai très hâte de lire Minute de décadence. Et franchement je kiffe quoi. Moi c'est un auteur, voilà c'est sûr, maintenant j'avais lu qu'un livre, là j'en ai lu 2 plus une nouvelle. C'est sûr il fait partie de ces auteurs que moi je lirai sans problème et les yeux fermés quoi. J'adore ce qu'il propose. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, on va changer de sujet. Pour ouvrir le bal de ce Scary Spooky Challenge, je l'ai fait avec 2 BD que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment. Les Sœurs Fox. Ah bah non, je vous l'ai présenté je crois dans les recos d'horreur. Ouais. Donc les Sœurs Fox de Philippe Charlot et de Grégory Charlet avec des couvertures absolument sublimes. Donc vous pouvez les acheter au détail ou ils vont être dans un petit fourreau, vous aurez les deux.
Ici, nous sommes en 1848. À Hydesville, et il y a les filles du pasteur Fox, Margaret et Kate, qui disent avoir établi un contact avec un esprit. Donc on revient sur toute l'histoire et les origines des sœurs Fox, qui seraient du coup celles qui auraient inventé le spiritisme, tout ce qui va être phénomène, vous savez, un coup pour oui, deux coups pour non, est-ce qu'il y a quelqu'un, deux coups non. Voilà, ça, les tables qui tournent, tout ça. Donc on va revenir là-dessus quand elles sont jeunes, comme on les voit ici, mais également quand elles sont devenues adultes. Alors j'avais vu des commentaires qui disaient que le premier tome était mieux que le 2. Moi écoutez, j'ai lu les deux en une après-midi, j'ai adhéré aux deux. J'ai beaucoup aimé. Après je me dis peut-être, alors c'est chez Grand Angle. Par contre je vais vous le dire. Comment vous expliquer ça? Je ne remets pas le jugement des gens en avant, mais je me demande si les gens ne s'attendaient pas juste à une histoire un petit peu de hantise et d'horreur, alors que c'est pas vraiment le sujet. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je l'ai perçu. Après, voilà, je sais pas, hein, comme je vous dis, je sais pas mieux que les autres, hein, mais moi, je l'ai pas perçu comme ça. Il y a ce côté-là, mais on veut vraiment, les auteurs veulent vraiment mettre en avant les auteurs ou l'auteur, parce que je sais pas qui est celui qui dessine. C'est Grégory Charlet qui dessine, donc c'est Philippe Charlot qui a écrit le scénario. Je pense pas que Philippe Charlot voulait revenir que sur cette histoire de spiritisme, mais également sur l'histoire de ces deux sœurs qui vont défrayer la chronique, parce que d'un petit village dans une ferme où elles vont commencer à dire percevoir et entrer en communication avec les morts, ça va attirer énormément de monde. Donc les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient avec un poulet, ils arrivaient avec un sac de légumes, et en échange, les filles leur proposaient d'entrer en contact avec un défunt d'une des personnes que les gens avaient perdues. Vous vous rendez compte que ce phénomène-là va traverser les mers et va se retrouver quand même en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la même époque, il y a Alan Kardec qui a écrit le livre des médiums. Vous avez également Victor Hugo qui a perdu sa fille Léopoldine, et il va également se prêter à cette pratique de spiritisme pour essayer d'entrer en communication avec sa fille, parce qu'il l'a très mal vécu à l'époque. Bon, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais du coup, donc au début, on va suivre les deux filles avec leur mère et leur père. Très vite, les filles vont partir parce qu'elles ont une troisième sœur qui va les prendre sous leur aile. Et sous son aile, pardon, qui va les prendre sous son aile. Et là, il va y avoir une espèce de commerce qui va se mettre en place, parce qu'il va falloir prospérer à travers tout ça. Je peux pas tout vous raconter non plus. Donc il va y avoir aussi derrière toute l'histoire de ses sœurs, les histoires d'amour. Il y a vraiment cette idée de... Je trouve qu'elles sont emportées par le succès, entre guillemets, et qu'elles n'ont plus la même valeur des choses, qu'elles ont des obligations après, qu'elles peuvent se permettre certains trucs mais d'autres pas. La grande sœur va être un peu comme un impresario et elle va être là pour gérer tout ça. Enfin, je vais pas trop vous en dire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça reste assez rapide, hein, c'est qu'à travers 2 BD. Alors les couleurs sont assez automnales, je trouve, hein. Je vais vous montrer quelques petites planches. Vous voyez, on est vraiment dans des couleurs assez claires, mais assez sombres quand même. Les dessins, je dirais pas... Les dessins, moi, ils m'ont pas gêné. J'ai trouvé plutôt le dessin plutôt sympathique. Après, c'est pas non plus un dessin qui est très... qui sort des sentiers battus, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, une BD, je trouve, qui fait parfaitement le taf. Si vous aimez les sœurs... le spiritisme, tout ce qui touche à tout ça, moi j'aime beaucoup. Si vous avez entendu parler des sœurs Fox et que ça vous intéresse, donc vous avez cette petite BD qui va retracer un peu leur vie. Il y a aussi des histoires d'amour, et vous verrez, le livre il commence d'une certaine façon. On va avoir un flash forward, c'est-à-dire que on va déjà être dans le futur, on va voir un truc, on va pas comprendre ce qui se passe, et après on va revenir aux origines, et au fur et à mesure on va comprendre le pourquoi de cette ouverture pour cette histoire. J'ai trouvé ça très beau, très bien, aussi très triste. Ouais, on va voir qu'à côté de ça, 2 filles qui voulaient, entre guillemets, s'amuser au début, ont fini par se faire bouffer par la célébrité. Enfin, ils se retrouvaient avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il y avait un côté un peu triste, et puis je peux pas tout vous dire, je peux pas, parce qu'après je vais vous spoiler toute l'histoire. Donc moi, personnellement, je suis ressorti absolument pas déçu. Également, j'oubliais, oui, je reviens parce que j'ai oublié quelques trucs. Vous allez avoir également l'opposition entre l'ésotérisme et la religion qui va se mettre en place. Et à la fin, je trouve qu'il est bien mené. Il y a quand même un petit mystère qui va subsister et qui était vraiment, pareil, bienvenu. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, nous allons passer sur un truc qui va vous choquer, parce que moi-même, j'ai été le premier choqué. Hein. J'ai lu un classique. Allez, on fait là ou là. Ouh, bravo Laurent. J'ai lu les contes fantastiques complets de Guy de Maupassant dans cette édition de chez Marabout. Donc la collection fantastique.
que j'ai dans ma bibliothèque depuis que je suis gamin. Je l'ai jamais lu. Je l'avais acheté parce que le Horloge, vous savez que le Horloge, moi voilà, ça reste une de mes histoires favorites. Et du coup, j'ai décidé de vouloir aller plus loin et d'essayer de découvrir un peu les nouvelles de Maupassant, parce que je trouve que je n'ai pas tout lu, je ne connais pas tout non plus. Mais dans les classiques, Maupassant, c'est une plume qui reste hyper accessible, qui est à l'heure actuelle, par rapport à l'année où ça a été publié, qui est très moderne en fait, qui est très simple, et en même temps qui cache une grande poésie. Moi j'ai redécouvert un peu Maupassant à travers ces écrits-là, parce que, à part l'Horloge, j'avais pas lu grand chose sur lui, puis c'était à l'école, donc ça remonte à il y a un petit moment. Et j'ai passé un excellent moment. En plus, moi, le fait que j'avais un vieux livre qui est tout jauni, ça rajoutait un petit peu à l'ambiance. Bon, je vous avoue que la première nouvelle, j'ai pas été de ouf. La première nouvelle s'appelle... On a la deuxième alors. Le docteur Héraclius Gloss. Elle faisait presque 100 pages, elle était un peu longue et un peu chiante. Même si je vois derrière ce qu'il y avait, moi c'est pas celle qui m'a plu le plus. Mais après, j'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans du fantastique. C'est vrai que quand j'ai commencé à le lire, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs un peu paranormaux, fantômes et tout ça. Il y en a. Mais ça porte pas seulement là-dessus. Je trouve que Guy de Maupassant, il s'intéresse aussi au mystère de la science, au mystère de la nature, au mystère de l'être humain, au mystère notamment du cerveau, parce que Maupassant, ça date pas d'hier, hein, donc du coup, il y avait quand même moins de connaissances qu'on en a aujourd'hui, donc il avait un regard, j'ai envie de dire, assez objectif sur les choses. Il essaye jamais de convaincre son lectorat. S'il écrit une nouvelle sur un fantôme, il va jamais essayer de convaincre complètement le lecteur en lui disant écoutez, c'était un fantôme. Non, il va laisser toujours subsister un petit mystère. Il propose des choses, et à travers ses personnages, il va dire alors, est-ce que je parlais de fantôme, est-ce que je parlais pas de fantôme? Tu te fais ton idée. Parce qu'il explique bien que voilà, au niveau du cerveau, on a tous aussi des trucs, alors ça peut être aussi, comme je vous dis, les mystères de la nature, la science qui fait que tu crois voir un reflet ou un fantôme, et en fait ça correspond à une loi physique ou un truc, voilà, ce genre de choses. Et c'était super intéressant. La plume, je vous en parle même pas, d'ailleurs, vous vous rendez compte, j'ai mis des post-it, je n'en mets jamais, mais je vous lirai après les passages, j'y tiens. Ce recueil de nouvelles va reprendre les nouvelles de Maupassant, mais dans un ordre chronologique. Alors, j'avais regardé en magasin, j'en avais vu un autre qui était beaucoup plus récent, une édition plus récente, où ils mettaient pas les dates. Je sais qu'à la fin de chaque nouvelle, ils vous mettent... alors attendez, il faut que je trouve la fin d'une nouvelle. Ils vous mettent une date, donc qui correspond ou pas. Mais ils vous mettent toujours une date à la fin, et du coup, on va reprendre tout dans l'ordre chronologique. Et je trouve ça bien, parce que du coup, on voit un petit peu l'évolution, pas de la plume, mais de ce qu'il veut démontrer. Et plus on avançait, plus j'appréciais. À la fin, il y a aussi un espèce de petit glossaire. Ils appellent ça un appendice critique, où on va avoir des petits commentaires, mais pas sur toutes les nouvelles. Et ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a une petite étude pour savoir le quoi ou qu'est-ce derrière. Et un truc qui m'a aussi beaucoup touché, je dirais. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de Maupassant, on sait que Maupassant, sur la fin de sa vie, il est devenu fou, il était malade. Voilà, je sais qu'il y avait des petits soucis avec Maupassant, qu'il a sombré dans la folie, qu'il est tombé fort malade. Et du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement présent aussi dans ces nouvelles. La folie, c'est quelque chose qui va revenir sans arrêt. On ne sait pas à chaque fois, c'est comme je vous dis, alors, il y avait l'histoire où il ne cherche pas à convaincre son lectorat si c'est fantastique ou pas, mais il y a toujours cet enjeu de mettre en place la folie de l'homme. Est-ce que l'homme voit des choses ou est-ce que l'homme devient fou? Et est-ce qu'en voyant ces choses, est-ce que ces choses ne le font pas devenir fou? Vous voyez, il y a vraiment... Mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans ces nouvelles. Alors moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que quelqu'un qui est fou a une perception erronée de la réalité. Et c'est quelque chose d'assez angoissant, d'assez perturbant. Et d'ailleurs, c'est une phobie chez beaucoup de personnes, de peur de devenir complètement fou, quoi. Et du coup, ça revient sans arrêt. Et le fait qu'il a eu ce problème-là dans la fin de sa vie, c'est un petit peu touchant. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu touché quand je lisais ces nouvelles. Et après, mais voilà, ça reste hyper abordable. Alors, je vais redécouvrir avec vous ce que je me rappelle plus. Ah, oui, il y avait ça. Je l'avais partagé sur Instagram, comme je le disais. Maupassant, il donne sa définition de la peur, et je trouvais que c'était très bien écrit.
Donc je me permets de vous le dire, hein, si ça vous intéresse pas, vous passerez. La peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce. Comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face de risques vagues. La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit aux revenants et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. Donc je trouvais qu'il avait vraiment bien retranscrit cette définition de la peur. Et tant qu'à vous embêter avec mes lectures, je vais finir. Il y a un autre moment où ici, il va reprendre sur la peur de l'inexplicable, la peur de l'inconnu. Donc avant c'était vraiment juste la peur en soi, mais il y a vraiment cette idée, je vous dis, entre fantastique et réel, avec cette idée de folie qui ressort à chaque fois, je trouve. J'ai supposé l'homme sans oreille et soupçonnant le son comme nous soupçonnons tant de mystères cachés, l'homme constatant des phénomènes acoustiques dont il ne pourrait déterminer ni la nature ni la provenance. Et j'ai eu peur de tout autour de moi, peur de l'air, peur de la nuit. Du moment que nous ne pouvons connaître presque rien et du moment que tout est sans limite, quel est le reste ? Le vide, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il dans le vide apparent ? Et cette terreur confuse du surnaturel qui hante l'homme depuis la naissance du monde est légitime puisque le surnaturel n'est autre chose que ceux qui nous demeurent voilés. Alors j'ai compris l'épouvante. Il m'a semblé que je touchais sans cesse à la découverte d'un secret de l'univers. J'ai tenté d'aiguiser mes organes, de les exciter et de leur faire percevoir par moments l'invisible. Voilà, il y a vraiment cette idée où si l'homme perçoit des phénomènes qui ne sont pas explicables et expliqués, ça peut lui faire péter une durite et le faire sombrer dans la folie. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense que je me répète, mais à lire, franchement à lire. Je sais pas si je lirai toutes les œuvres de Maupassant, mais j'essaierai de m'y repencher prochainement. Je n'ai plus d'œuvres de lui chez moi, mais j'essaierai de m'y repencher, notamment on m'avait conseillé un livre, tenez, je vais vous mettre l'image là, un livre qui reprend certaines de ses nouvelles, mais c'est illustré, et ça avait l'air d'être vraiment franchement sympa, donc j'essaierai de me le procurer par la suite. Mais je me suis surpris, alors je n'ai pas tout aimé bien évidemment, il y a des nouvelles qui étaient, je trouve, où la fin, j'ai pas compris. Je lisais la nouvelle, j'arrive à la fin, quoi, hein, comment ? Et je comprenais pas tout, bref. Mais voilà, ça reste une, voilà, si on parle encore aujourd'hui de Maupassant, il y a bien une raison, s'il a encore étudié à l'école, il y a bien une raison aussi. Je suis content de l'avoir redécouvert aujourd'hui. En lecture commune avec Margot du conte Bohemian Library, est-ce que j'ai encore besoin de vous la présenter ? Je ne pense pas. Et Stéphanie du conte et de la chaîne Chronique de Lully, nous avons lu Les filles de Salem de Thomas Gilbert chez Darko. Alors c'est très simple, ici on va revenir sur les sorcières de Salem et le procès qui a suivi. Une lecture très très éprouvante, très difficile. Je pense que ce soit moi, encore plus les filles que moi, parce que forcément ça concerne les femmes. Mais je pense que nous trois, on a vraiment ressorti chamboulé de cette histoire. À mettre, j'ai envie de vous dire, à mettre entre toutes les mains, et en même temps, faites attention quand même, parce que c'est vraiment dur. L'auteur ne se censure sur absolument rien. Il a vraiment un message à faire passer sur notamment la condition des femmes. Ce qui est triste, c'est que ça se passe au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre, et quand on voit la société actuelle et comment les femmes sont considérées aujourd'hui, on se dit que même si on croit avoir fait une évolution de ouf, et il y a eu de l'évolution, et heureusement, parce que vu ce qui se passe là-dedans, voilà, mais c'est loin d'être fini, quoi. Il y a encore trop de choses, trop d'injustices, trop de comportements qui ne devraient pas exister envers les femmes. Et là, du coup, on va repartir là-dessus. On suit notamment une petite fille qui s'appelle Abigail Hobbs. Elle a 14 ans, elle habite avec ses parents à Salem Village. Et au tout début, je sais plus ce qu'elle fait. Elle est en train de... Elle est dans les champs et elle discute avec un gamin. Alors, je ne sais plus qui c'est le gamin. Et il lui offre un petit jouet qu'elle accepte, elle le remercie, elle est contente. Le petit gamin a l'air d'être un petit peu in love de la petite. Et il est content qu'elle accepte son cadeau, quoi. Puis après, elle va ramasser de l'eau dans la forêt et elle tombe sur un espèce d'indigène, donc ça doit être un indien, qui a le visage peint en noir.
Et elle a envie d'en savoir plus sur lui. Il ne lui fait vraiment pas peur, même si au village on dit qu'il faut éviter ce genre de personnes, que c'est le démon, que c'est ci, que c'est ça. Et voilà, et la petite fille, dès qu'elle va rentrer chez elle, à partir du moment où on va lui tendre un jouet, c'est fini, ce sera plus pareil. Ce que l'auteur explique à travers le personnage, ce qu'elle dit, à partir de ce jour-là, il va se passer ça, il a dit plus rien ne sera jamais pareil. Alors c'est un titre qui est d'une violence. On aborde vraiment tous les mots MAUX de l'être humain dans ce qu'il a de plus mauvais, dans ce qu'il a de plus noir. On va parler racisme. On va parler des violences faites aux femmes, de la peur de soi-même, de la peur de l'inconnu. La religion dans tout ce qu'elle peut avoir de plus mauvais, d'aussi ces voix qui s'élèvent. Vous savez, il y a toujours un peu un porte-parole dans certains groupes et qui peut mener à des désastres, à comment vous expliquer ça, j'ai pas les mots là qui me viennent. Comme si, oui, un porte-parole, lui a des idées préconçues et il arrive à endoctriner les gens. Voilà, c'est ce que je cherchais mon mot, je l'ai trouvé. Il endoctrine les gens et va leur pousser à faire des choses affreuses. Donc il y a vraiment cette manipulation des foules. Je reste très vague parce que je veux vraiment que vous découvriez par vous-même. Mais on sort de ce livre, moi j'étais complètement lessivé, ça m'a fait mal au cœur. Franchement, c'était très triste parce qu'on connaît déjà la fin. On sait ce qu'a donné le procès de Salem. C'était atroce, abominable. Et malgré tout, j'espérais, en lisant le livre, j'espérais que ça se passerait mieux. Malheureusement, pas du tout. Et voilà, en fait, c'est que ce qui peut ressortir de ce livre, je trouve la leçon qu'on peut en tenir, c'est qu'il faut encore faire des efforts dans la société. Donc vis-à-vis des femmes et même vis-à-vis aussi du racisme. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut aussi arrêter d'avoir peur, parce que la peur peut engendrer des choses assez dramatiques, et essayer de comprendre sans tirer de conclusions trop hâtives. Comme je vous dis, dedans il y a un Indien, et pour eux, il fait pas partie de leur groupe, il fait pas partie de leur village, donc forcément c'est le diable, il est mauvais, il est ci, il est ça, alors que vous essayez même pas de parler avec lui. Vous essayez d'être bienveillant, essayez d'être dans l'échange, dans le partage. Il y a aussi toutes ces idées-là qui transparaissent dans ce récit. Il y a énormément de choses. Dans un si petit livre, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs. Après, au niveau du graphisme, c'est assez spécial, mais au final, ça gêne un petit peu au début et on s'y fait vraiment après. Donc voilà, je peux vous montrer un petit peu. Vous voyez, il y a le fameux Indien qui est là. Là, c'est dans une version, alors je sais pas si elle est encore disponible actuellement, mais que nous, on avait trouvé à 9,50 €. Donc ça revenait un petit peu moins cher que de prendre la version au prix fort. Par moment, vous avez aussi des doubles pages ou des pages entières qui représentent une illustration, et je trouve qu'elle était assez c'était assez fulgurant, quoi. Quand vous tombiez dessus, c'était waouh. Il joue aussi sur alors je sais pas si on dit ça, la perspective. Vous allez avoir par exemple un moment, donc dedans vous avez un monsieur qui est pas gentil du tout, un méchant. Celui qui va un peu endoctriner tout le monde, et on va le faire énorme dans la case, très grand, et en face les femmes qui sont accusées, on va les faire toutes petites pour montrer vraiment cette influence qu'il a sur les autres. Ils vont jouer vachement là-dessus, aussi sur énormément de choses. Les couleurs aussi, ça reste assez sombre la plupart du temps. Dès que ça se passe, vous voyez par exemple le récit quand il commence, vous voyez, tout se passe plus ou moins bien, vous voyez, vous avez des planches très claires, très agréable à regarder, et dès qu'il se passe, alors il faut essayer de vous montrer sans vous spoiler, dès qu'il se passe des choses atroces, on va passer sur des cases absolument beaucoup plus sombres, et et c'est quelque chose d'émotionnellement très dur. Donc soyez prévenus avant de vous y mettre, parce que vous n'en sortirez pas indemne, mais c'est essentiel aujourd'hui ce genre de récit, c'est important d'en parler. Faut pas oublier tout ce qui s'est passé. J'ai fini une trilogie, bravo Laurent, merci, applaudissez-moi. J'ai encore fini une trilogie cette année, donc je suis très content. Trilogie que j'ai commencé il y a 2 ans et demi, je ne sais plus. Je sais plus si j'avais présenté le premier tome sur la chaîne. Je sais plus. Bref, j'ai lu le 3e et dernier tome de The Circle. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'était donc ici c'est chez Pocket. C'est une petite trilogie dont je vous avais parlé, qui concernait, donc si on est dans du young adulte, c'est avec des sorcières, et c'était suédois. Je vous ai parlé l'année dernière à la même époque du tome 2. J'ai enfin lu le tome 3. Alors écoutez, il s'est bien lu, mais c'était une belle bête. On était quand même sur du 1072 pages.
ou c'est Zolo ou 1080, je ne sais plus. Ouh, c'était pas de la tarte. Et je ressors, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça y est, je peux vous parler enfin globalement de la série. Donc je vais vous remettre le tome 1 et le tome 2 ici pour que vous ayez un petit visuel. Et voilà, la boucle est bouclée. Ils reviennent avec ce 3e et dernier tome pour terminer cette histoire qui avait commencé il y a un petit moment déjà et vraiment clôturer toutes les intrigues. Donc si je refais un résumé, parce que faut que j'aille chercher loin là-dedans, on suivait une série de filles qui étaient au lycée. Et un soir, elles aperçoivent une lune rouge dans le ciel. Elles la suivent, elles sont comme plus ou moins hypnotisées par cette lune. Et elles vont se retrouver toutes ensemble rassemblées. Et on va leur dire, vous êtes des sorcières, vous êtes les élus. Et on vous a choisi. Voilà, enfin, oui, elles ont été choisies, sont venues pour combattre les démons et empêcher qu'ils envahissent la Terre. Je sais plus combien de personnages il y avait, je m'en rappelle plus trop. Donc on suit plusieurs filles, je trouve que les portraits des filles étaient très différents à chaque fois. Vous aviez, alors même si ça peut paraître cliché, quand vous allez voir, je vais vous en parler, ça paraît très cliché sur la base. Vous aviez l'intello, la fille qui était très effacée, qui se fait harceler. Vous avez la gothique qui est un peu marginale. Entre guillemets, vous avez la peste. Vous avez également la petite bimbo. Voilà, vous avez toute cette petite brochette de personnages, mais entre le tome 1 et le tome 3, les personnages vont énormément évoluer, changer. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la dynamique entre ces filles, parce que ces filles ne s'entendent pas forcément bien dans le tome 1, et ça reste dans le tome 3. On n'est pas dans des séries un peu basiques de livres ou de films. Vous savez où ça y est, elles ont combattu un monstre ensemble, on est les meilleurs amis, on est BFF pour la vie, quoi. On n'est pas du tout là-dessus. Elles ont chacun leur point de vue. Autre chose qui était très intéressant, c'est que du point de vue psychologique, c'est quand même assez développé, je trouve, pour du young adulte. Parce que les filles, on va les découvrir aussi, même s'il y a toute cette partie sur le fait qu'elles ont une quête à accomplir, qu'elles sont des sorcières et tout ça. Il y a également le côté de leur vie privée. On veut vraiment pas non plus en faire que des héroïnes. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment qu'elles restent à notre niveau, qu'elles ont une vie à côté, donc elles ont une vie qui n'est pas simple. Il leur arrive aussi plein de misère, plein de trucs, et il faut qu'elles essayent de combattre leurs propres démons quelque part. C'est pas toujours évident, elles n'ont pas toujours de l'aide. Et dans le tome 2, il y a un grand événement qui arrive, qui vient un peu aussi chambouler tout ça, je ne vous dis pas lequel. Mais je trouvais que les 3 tomes étaient quand même assez complémentaires et en même temps différents. Par contre, on est toujours dans du nordique, donc c'est lent. Alors, pas lent dans le sens ennuyant. Je pourrais pas dire que c'est des longueurs, c'est juste que, voilà, en général, quand vous lisez du thriller nordique ou autre, vous savez que c'est toujours un petit peu... dans leur narration, ils prennent le temps, tout ça. Là, ça va être encore pareil. Ici, on va nous parler de l'apocalypse. Vous doutez bien que si des démons vont envahir le monde, à un moment, il y a un effet apocalypse. Et franchement, la moitié du récit, on vous parle de l'apocalypse, même les 3/4. On vous en parle vaguement, mais on suit toujours les filles au quotidien, elles ont des soucis. On prend le temps d'expliquer les choses, il y a de nouveaux personnages qui vont arriver. C'est très long. Je ne me suis pas ennuyé. Sur la fin, je vous avoue qu'arrivé à 1000 pages, peut-être un petit peu avant, mais je me disais, passer la deuxième quand même. Pas au point que ça m'ennuyait, mais au bout d'un moment, vas-y, tu me promets des choses, c'est comme, vous savez, vous tendez un gâteau à un chien et au moment où il veut le manger, vous l'enlevez, quoi, c'est un peu ça. Et au bout d'un moment, je dis, allez-y les gars, là, faut y aller. Il y a un côté aussi très télé, très cinéma, parce que, il y a une biographie d'ailleurs au début. Il y a un des auteurs qui est, l'autrice notamment, elle est scénariste, elle travaille pour la télévision et le cinéma suédois, et l'auteur, il est connu pour avoir écrit Le Ferry. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, je vous mettrai la couverture. Mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça, parce que ça changeait de tout ce qu'on peut lire. Vous savez qu'en général, on est toujours sur de l'anglophone, ça va être de l'américain, de l'anglais en rayon ou du français. Après, tout ce qui va être les autres langues, c'est beaucoup moins proposé en rayon, beaucoup moins traduit. Et là, pour du suédois, c'était vraiment pas mal. Les personnages sont vraiment attachants, sont vraiment réalistes. J'ai passé un super moment. Après, je trouvais pas qu'arriver à la fin, ça reste assez convenu. Parce qu'il y a quand même pas mal de surprises lors du récit. Il y a des partis pris des auteurs où j'étais vraiment surpris. Je me dis, ah ouais, ils osent faire ça. Et je trouvais que c'était culotté de leur part. Et il faut rebondir derrière. Mais ils arrivaient toujours à s'en sortir. La fin, ça se finit bien. Ils ont conclu toutes les intrigues petit à petit. Donc, on reste pas sans réponse.
Juste, je m'attendais à que ce soit un peu plus feu d'artifice, ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'était pas le but non plus. Il y avait vraiment derrière, je pense, cette idée de sororité qui devait transpirer plus qu'une banale histoire de sorcières et de fantastique. Je pense qu'il restait vraiment sur ces histoires de lycéennes avec la dénonciation sur du harcèlement, sur des élèves qui vivent mal leur quotidien, parce qu'on est aussi sur des lycéennes qui ont chacun un niveau social différent, c'est-à-dire qu'il y en a une dedans, elle voit plus ses parents, je crois que sa mère est décédée et elle voit plus son père qui est alcoolique, donc elle habite seule, elle a une tutrice qui l'aide derrière, donc c'est-à-dire que la fille doit aller à l'école tous les jours, doit rendre des comptes. Si jamais elle rend pas de compte, elle a plus d'appartement. Donc il y a ça, il y en a une autre qui a des parents vraiment bien, mais qui prennent pas trop le temps de s'occuper d'elle. Il y en a une autre qui a, pareil, une mère qui est dépressive, donc du coup elle s'occupe pas du tout de sa gamine, et sa gamine elle subit des trucs à l'école qui sont pas top. Donc il y a vraiment voilà, cette représentation-là derrière, et le fait des sorcières était présent, mais c'était pas que ça. On prenait pas le pli sur ce qu'étaient les profils qui s'avaient décrits des filles. Franchement, j'ai passé un excellent moment, je pense que c'est une trilogie que je vais garder. Je ne la revendrai pas, et peut-être qu'un jour je la relirai. Peut-être un poil long. Allez. Si je veux être un petit peu médisant, peut-être un petit peu poil long, mais ça restait très bien. Il faut que je me manie un peu, ça fait 40 minutes et j'ai encore 3 livres à vous parler. Il faut que je m'excite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Léviathan de Shiro Kuroi chez Kiun. Voilà, ça y est, j'ai enfin lu le tome 2. Très différent du tome 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tome 1, on suivait une équipe. Un voyage scolaire avec une école dans l'espace. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, ils sont touchés par des avions, des vaisseaux qui passent dans le coin, qui vont un peu percer la coque. Et là, ils vont peu à peu perdre l'oxygène qui est présent dans le vaisseau. Et il reste qu'un appareil pour que quelqu'un survive. Donc il va commencer à y avoir des magouilles dans le tome 1, ça va être vraiment des magouilles pour essayer de savoir qui aura le vaisseau qui va survivre. On était vraiment sur un espèce de battle royale dans l'espace, à celui qui survivra. Dans le tome 2, c'est encore plus ça. Le tome 2, c'est vraiment du Battle Royale à fond. On est beaucoup plus dans l'action. Dans le premier, on était un petit peu dans les manigances. On est toujours sur 2 temporalités. Donc, d'un côté, on suit ces élèves du coup qui essayent de survivre tant bien que mal. Et de l'autre, des pilleurs qui ont trouvé le vaisseau donc des années après. Et qui ont retrouvé le carnet qui relate ce qui s'est passé. Du coup, c'est quand ils lisent ce carnet qu'on arrive à voir ce qui s'est passé quand les enfants étaient dans la mouise à ce moment-là. Ouais, j'ai pas trouvé si violent que ça. Violent, oui, sanglant, oui, mais on n'était pas non plus dans du gore de ouf. Je trouvais que là, on s'attaquait à un autre angle. J'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas aimé. Moi, j'ai bien adhéré. C'est très différent du tome 1, mais cohérent avec l'histoire. J'ai passé un excellent moment avec ce tome 2 et j'ai hâte de lire le tome 3 pour découvrir enfin la vérité, quoi. Comment que ça va finir. Alors si vous êtes fan de SF, faut se dire que tout ce qui se passe ici c'est dans l'espace, certes, mais ça reste un contexte, c'est pour donner un côté anxiogène dans l'ambiance, mais après ça reste classique, on est dans les couloirs du vaisseau et il se passe différents trucs. Je peux pas trop vous en parler plus parce que forcément si vous n'avez pas lu le tome 1, l'édition toujours de qualité. Il faut savoir que c'est un titre qui est sorti en exclusivité en France et qui commence seulement à apparaître au Japon. Donc c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas quand le tome 3 va sortir, mais j'accueillerai cette suite avec beaucoup de bonheur. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Alors il y a toujours des petites images couleurs, alors je vous montre des images qui ne vont pas vous spoiler. Je peux essayer de vous montrer ça. Alors faut pas que je vous montre le reste. Voilà, le genre de dessin. C'est, je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance du manga. J'ai passé encore un excellent moment. C'était top. Avant dernière lecture, on arrive au bout. J'ai découvert donc le tome 1 de Kate Daniels, Morsure magique du groupe d'auteurs Ilona Andrews. Elle s'est organisée par Virginie du compte Jolie Tully Nous Aimons. Je vais faire poser le livre, j'arrive à prendre. Donc, est-ce que j'ai encore besoin de présenter la saga Kate Daniels, donc une saga d'urban fantasy parue chez Bookmark, qui est beaucoup passé, que moi j'ai beaucoup entendu parler, qu'on a beaucoup vanté. Et au final, ce petit tome d'introduction n'a pas été une lecture sans défaut, aussi facile que je l'aurais pensé.
Ça s'est révélé assez compliqué dans le sens où on suit donc Kate Daniels, qui est une espèce de mercenaire qui travaille seul, qui est dans un univers assez dur, assez violent, donc un espèce de... dans une ville à Atlanta, mais c'est un petit peu apocalyptique. Il y a plusieurs groupes qui se battent. Vous avez d'un côté la meute, de l'autre côté vous avez le... je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez plusieurs clans. Et quand on découvre Kate Daniels au début du livre, elle apprend que son tuteur, qui est également un petit peu son père adoptif, est décédé et elle veut comprendre ce qui s'est passé en fait. Donc elle va se rendre sur le lieu où lui il travaillait. Alors je vais rester très vague parce que je me souviens plus de tout, hein, et c'était vraiment compliqué à appréhender comme livre. Et du coup elle va mener l'enquête. En plus au début, la première scène, il se passe des trucs qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut voir d'ordinaire, enfin on va revenir après. Donc du coup, assez compliqué à appréhender parce qu'en fait, les auteurs vous balancent dans l'univers sans rien vous expliquer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le genre de récit où on va vous expliquer petit à petit l'univers, le bestiaire, le pourquoi du comment. Non, on vous balance dans le truc et l'histoire elle commence comme si vous preniez un film en cours de route en fait. On ne cherche pas à vous expliquer quoi que ce soit et c'est à vous d'essayer de démêler un peu la pelote de laine et essayer de retrouver le pourquoi du comment. Et la première partie, mon Dieu, qu'est-ce que c'était compliqué. On savait, on était, je sais plus, 5 ou 6 sur la LC, je ne sais plus exactement. Et on était tous dans le même état, donc c'était cool. Parce que du coup, ça rassurait, parce que je me suis dit au début, mais je me suis embarqué dans quoi? Je comprends pas, tout le monde vante cette série, et au final, il paraît que les tomes d'après sont mieux. On verra. Je lirai quand même le tome 2, parce que comme j'ai le collector de la mort, j'ai les 2 tomes. Du coup, on va reprendre, comme dans toute urban fantasy, les figures mythologiques et horrifiques qu'on connaît, donc c'est-à-dire le loup-garou, le vampire, tous ces genres de trucs, et c'est remanié par les auteurs. Par exemple, au tout début, c'est pas vraiment un spoil, au tout début du récit, vous avez Kate Daniels qui est dans sa cuisine en train de déjeuner, et d'un seul coup, elle sent quelque chose. Parce qu'on est quand même sur une meuf badass qui a un sabre qu'elle appelle Slayer, et elle va casser des culs, quoi. Elle est pas là pour rigoler, hein. Et d'un seul coup, elle voit un truc au plafond. Donc elle tourne une bouteille de lait pour voir ce qu'il y a derrière elle au plafond. Et au plafond, c'est un vampire. Et le vampire se met à parler. Et elle commence à parler avec le vampire. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas compris. Le vampire, il vient la tuer. Il se passe quoi là? En plus, autour de son appartement, elle a des propriétés magiques qui protègent l'appartement, logique. Et en fait, non, les vampires là-dedans, ce serait comme fonctionnerait un petit peu comme une meute où vous auriez le Big Boss qui parlerait à travers les vampires. Ce serait comme des vaisseaux. Et du coup, le vampire se pointe et de ce qui sort du vampire, la voix, c'est la voix du Big Boss en fait, qui vient dire des trucs à Kate. Voilà un peu le genre. Mais ça, on vous l'explique pas. Donc c'est à vous de le déduire au fur et à mesure du récit. Bon, là, c'est un petit détail, donc vous le comprenez assez vite. Mais après, les lois qui régissent tout ça, ça se révèle assez compliqué. Moi, j'ai encore un grand mystère qui se pose à moi et qu'on n'a pas de réponse. C'est que c'est un univers qui fonctionne à base de magie. C'est-à-dire que vous avez des voitures qui fonctionnent avec de la magie. Vous avez les éclairages dans la ville qui fonctionnent à base de magie aussi. Et en fait, ça marche avec des vagues. Vous avez une vague de magie qui arrive, il y a tout qui marche. Et peut-être, je sais pas, alors je sais pas exactement la durée dans le temps. Et après, il y a une autre vague de magie qui se pointe et il n'y a plus rien qui marche. Et pourquoi, comment? Ça ne nous est jamais expliqué. Le personnage, même si aujourd'hui, donc on est en 2022, moi je lis Kate Daniels, ça me semble de l'urban fantasy classique, mais c'est écrit en 2007, alors peut-être qu'en 2007 c'était très innovant, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors ça, je peux pas avoir ce recul nécessaire sur les choses, mais on est sur une héroïne quand même badass, qui tient la dragée haute aux adversaires masculins, qui a beaucoup d'humour, c'est très drôle, l'écriture est très visuelle, donc on repère vite les choses. Là, on a quand même repéré 2-3 trucs, notamment les personnages qui vont revenir. On sent qu'il y a quelques personnages qui vont revenir, il y a déjà des liens qui se tissent, des relations qui se font entre différents personnages. Tu te dis, ils sont juste en train de faire les fondements du truc, quoi. Donc eux, on les reverra. La fin est très bizarre. Je trouve qu'au moment où on apprend le pourquoi du comment au niveau de l'enquête policière, j'ai trouvé que c'était amené comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai lu la page et j'ai fait, attends, j'ai raté un truc là. Je suis revenu en arrière, non. Et j'ai trouvé que c'était très mal amené. C'est personnel encore une fois. Mais j'en ai discuté justement avec Virginie et Virginie a pensé comme moi.
Donc je me suis posé des questions, je dis c'est moi, c'est pas moi, puis finalement j'étais demandé à Virginie, elle fait non, j'ai eu le même ressenti que toi. Mais la deuxième partie était quand même, une fois qu'on est un peu a réussi à apprivoiser un peu l'univers, la deuxième partie était beaucoup plus fluide. C'était quand même mieux. Par contre, il y a énormément de personnages, c'est quand même assez dense. Et je vous avoue qu'il y a plus d'une fois, j'étais perdu, il me parlait d'un personnage, je fais attends, lui c'est qui déjà? Attends, elle c'est qui? Mais voilà. À confirmer, je dis pas que là je lirai le tome 2 parce que je l'ai sous la main, je sais pas si j'aurais lu le tome 2 si je l'avais pas sous la main, honnêtement. Donc je lirai le tome 2, je verrai comment ça se goupille et si le tome 2 ne m'accroche pas plus que ça, c'est pas grave, vous voyez j'ai quand même une édition collector de la mort, une édition limitée, si le tome 2 ne me plaît pas, eh ben je le revendrai, je vais le revendre super cher comme font la plupart des gens avec les deux Saxus sur Vinted, je vais devenir riche et après j'irai à Dubaï. Non, je sais pas, honnêtement, je sais pas, parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage. Hein. Mais je sais pas. Je vais voir, je le lirai prochainement. J'ai demandé à Virginie si elle voulait venir le lire avec moi. Elle m'a dit pourquoi pas, on verra. Donc je verrai avec elle à ce moment-là. J'aimerais bien le lire d'ici la fin de l'année. Ça ferait encore un livre, une trilogie commencée, certes. Mais voilà, j'ai que 2 tomes chez moi. Les 2 tomes seront lus, je serai plus ou moins à jour. Donc ce serait cool. Dernière lecture, donc je vais vous parler des Larmes écarlates de Luca Tatiazim chez Inceptio Édition dans la collection Thriller. Déjà je tiens à remercier la maison d'édition pour l'envoi. J'ai passé un excellent moment. On suit Mathilde qui a un boulot de rêve, ça se passe dans les années 80, elle travaille dans tout ce qui va être l'industrie des jeux vidéo. Mais Mathilde elle a un gros secret, elle mène une double vie. Donc elle a une famille, alors je sais plus où, je sais qu'il y a 2 lieux mais je me rappelle plus lesquels. C'est-à-dire qu'elle a une famille où elle est mariée à un homme et elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Et à l'opposé, donc son mari est peintre et l'autre vie qu'elle a, c'est avec un deuxième mari qui lui est cuisinier et elle a une petite fille. Tout va pour le mieux. Mathilde essaie quand même d'être organisée parce qu'elle aime ses 2 maris, elle aime ses enfants de chaque côté. Elle ne peut pas concevoir sa vie en abandonnant une de ces 2 familles. Voilà. Pour elle, c'est inconcevable. Tout se passe pour le mieux, c'est vraiment beaucoup d'organisation pour elle. Il faut qu'elle pense à énormément de choses pour ne pas se trahir. Par le passé, c'est déjà arrivé qu'elle a failli faire quelques petites boulettes, mais elle s'en est toujours sortie jusque-là. Elle mène de front sa carrière de maman. Sa double vie, sa carrière aussi au travail, sa carrière professionnelle, jusqu'au jour où il y a un petit couac qui va se passer. Et une connaissance de sa première vie va rentrer dans la seconde. Et à partir de là, le château de cartes va s'effondrer et ça va être un bordel sans nom. Donc voilà, cette fille-là va se retrouver prise dans un engrenage abominable. Du jour au lendemain, le fait qu'elle croyait tenir à bout de bras ces 2 familles, amener sa vie de front, qu'elle arrivait vraiment à... Alors je sais pas comment, parce que moi j'en serais incapable. Amener à faire de mal à personne en fait au final. Parce qu'elle, c'est vrai qu'elle pense à elle égoïstement en aimant ces 2 familles, mais elle peut leur faire énormément de mal à cette responsabilité-là, mais elle veut pas se séparer des 2, comme je vous expliquais. Et du coup, là, elle perd pied. Et ça part dans un truc, mais alors vous attendez pas. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage de Mathilde, c'est une femme assez lambda au final, qui d'ailleurs, ce qui est bien déjà, c'est qu'on parle d'une femme et pas d'homme. Souvent, c'est des hommes qui ont des doubles vies. Là, on a pris le rôle d'une femme, donc c'était pas mal aussi. Du coup, donc on suit une femme, Mathilde, qui en dehors du fait qu'elle a une double vie, a une vie tout à fait normale. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que comme Mathilde est une femme un peu comme nous tous, on peut facilement s'identifier à elle. C'est le fait qu'elle va se retrouver face à des histoires de meurtre et tout ça, et qu'est-ce qu'on fera à sa place? Et régulièrement, c'est la question qui me revenait, c'est les interrogations que je me posais quand je lisais le livre. Je fais, à sa place, je réagirais comment, moi? Et du coup, il y a une certaine empathie qui se crée, et on arrive vraiment à se substituer au personnage. Moi, pour vous dire, je l'ai lu en 3 jours. Le problème que j'ai eu, c'est que les 2 premiers jours, j'ai lu ça dans mon lit, et en fait, il y a Morphée qui est venu me chercher, et au bout d'un moment, j'avais les yeux qui papillonnaient, je dis, tant pis, je reprendrai demain, donc je reposais le livre à regret. Mais le dernier jour, je l'ai commencé plus tôt. Et au final, mais je l'ai pas lâché, quoi. Je voulais vraiment savoir où ça allait. Alors, on n'est pas dans un roman où il va se passer des trucs complètement de dingo. On va être encore dans quelque chose de psychologique. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le comportement de Mathilde. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que je me suis beaucoup attaché à elle. Et ça monte crescendo. Au début du roman, vous allez être dans le doute. Parce qu'il y a une autre particularité que je ne vous exposerai pas ici, je vous laisserai la découvrir. On est dans le doute.
Après, on commence à être dans la paranoïa parce que du coup, Mathilde, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Hein, il s'est passé des trucs dans sa vie du jour au lendemain. Elle est complètement dépassée par les événements. Et on va finir sur quelque chose qui est complètement du terme de la folie. Et c'est mené tambour battant. Moi, je dirais qu'on est plus, alors je peux me tromper, mais c'est ma définition du truc, dans un thriller quand même domestique, parce qu'on n'est pas non plus dans une... dans la recherche des assassins. C'est pas du tout ce côté-là. Je voudrais bien vous le dire, mais je peux pas. Donc j'ai passé un excellent moment. Donc moi, Luca Tatiasim, je relirai. Du coup, j'ai La Menthe Nue et La Forêt qui est là. La Forêt me fait fort envie qui est là. Non, il est là. Non, il est là. Il est là. Qui me font fort envie, donc il faudra que je m'y penche plus sérieusement. Mais c'était un thriller, alors pas forcément un coup de cœur ni rien du tout, mais on s'en fout. C'est vraiment une lecture vraiment plaisante, c'est addictif, on est à fond dedans. Moi jusqu'au bout, je ne savais pas où ça allait. J'ai même pas cherché, je me suis vraiment laissé porter par le roman. Et c'était mes top, les pages elles défilent. Pourtant c'est pas écrit hyper gros, hein, quand vous regardez, hein. Mais il fait quoi, 330 pages je crois, quelque chose comme ça. 336 pages, tenez, voilà les deux autres. 336 pages et tu tournes les pages et tu te dis mais putain, on va aller où, il va se passer quoi, et il y a vraiment ce côté palpitant quoi. Tu veux savoir. Je suis super content parce que le premier respect que je reçois d'Inception pour notre partenariat et premier respect bingo, je kiffe. Donc c'est cool. Donc voilà, superbe lecture. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'ai vraiment eu ce bilan lecture et un peu mieux que le précédent que je vous avais montré. Que des bonnes lectures, j'ai pas de mauvaises lectures. Je passe un excellent moment. Je pense que je suis vraiment dans la bonne synchronicité quoi. J'avais envie de lire de l'horreur, je lis de l'horreur, l'horreur, de l'angoissant, enfin. On est sur un spectre assez large. Sur ce, je vous laisse parce que je sais pas ce que ça donnera au montage, mais là on est à 1 heure de tournage. Donc il va falloir ralentir tout ça et j'en ai encore une à vous faire prochainement pour vous parler de la deuxième partie de ces lectures halloweenesques dirons-nous et qui sont également très bien. Pareil, j'ai aussi varié les genres, un peu de graphique, un peu de roman. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez lus, par exemple comme Kate Daniel, si vous avez déjà lu et que la suite vous paraît mieux, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, s'il y a des titres qui vous tentent, c'est pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, à plus.